Une destination et un invité exceptionnel dans ce Paris des Arts. Il aurait pu écrire la bande-son de cette capitale de la pop culture, avec ses gratte-ciel art déco éclaboussés de pastels, avec les Cubains, les Haïtiens venus comme lui, frapper à la porte des Amériques, dans un rythme effréné où se mêlent la rumba, le calypso, le hip-hop, la mode, la gastronomie, la peinture ou l'architecture. Ici, les hors-bords du melting pot américain filent à toute allure, sur fond de mer Azur et de cocotiers. Il a fait de cette ville turbulente le décor de sa vie en Technicolor. Nous sommes à Miami, en compagnie de Phil Collins. Bonjour Phil Collins. Bonjour. Comment allez-vous? Je me suis cassé le pied, mais ça va très bien, merci. Vous venez d'annoncer votre grand retour. Qu'est-ce que vous nous préparez? On va ressortir tous mes albums au cours de l'année. La plupart des gens connaissent Phil Collins grâce aux singles comme In the Air Tonight, One More Night, Separate Lives, You Can't Hurry Love. Et en fait, c'est tout ce qu'ils connaissent de moi. Mais chaque album contient 11 chansons et elles sont toutes travaillées avec soin. Beaucoup d'entre elles sont encore méconnues. Alors je me suis dit que ressortir ces albums, ce serait une belle occasion de les faire redécouvrir au public. On va revenir un petit peu sur votre carrière, on va faire un bond en arrière. Dans la famille Collins, il y a votre sœur qui était patineuse professionnelle, il y a votre frère qui est dessinateur. Le musicien de la famille, c'est vous. Je crois que vous jouiez de la batterie dès l'âge de 5 ans. Oui, ça fait longtemps. Mais oui, effectivement, c'est ça. Je n'ai jamais voulu faire autre chose. Je n'ai jamais voulu être ni pilote de course, ni astronaute. J'ai toujours voulu être batteur. Alors vous avez vendu 100 millions d'albums en solo, 150 millions avec Genesis. La grande aventure, elle va commencer vraiment avec Genesis. On est en 1970, on est à Londres. Vous répondez à une petite annonce qui dit « Groupe de rock cherche batteur sensible à la guitare 12 cordes ». Est-ce que vous avez un souvenir de cette audition? Oui, bien sûr. J'ai toujours mon agenda dans lequel j'avais inscrit à la date du 8 août 1970 « Audition Genesis réussie ». Alors oui, je m'en souviens bien. Pour moi, c'était juste un boulot. Je n'aimais pas particulièrement leur musique. Ah bon? Non, pas vraiment. C'était juste de la bonne musique. On s'est amélioré par la suite. Oui, on s'est amélioré. En 1981, vous lancez dans votre carrière solo. Face Value, c'est vous. Numéro 1 dans les charts britanniques dès sa première semaine de sortie. L'album va rester 6 ans au top 75 anglais des albums les plus vendus. C'est juste incroyable. Il y a un titre en particulier qui va vous propulser dans la légende. C'est In the Air Tonight. Vous inventez un nouveau son. Qu'est-ce que c'est exactement, ce nouveau son? Expliquez-moi. Je voulais que mes chansons soient jouées très simplement. Dans In the Air Tonight, il ne se passe pas grand-chose. Il y a une drum machine, c'est-à-dire une boîte à rythme, une guitare, et il y a une voix. Vous avez quand même lancé le drum machine. C'est quoi le drum machine? La boîte à rythme, ça vous donne une ambiance qui après ne change pas. Les batteurs ont tendance à s'ennuyer. Si vous dites à un batteur « Hey, joue ça », pendant 10 minutes, il va vous jouer. Vous comprenez, il va ajouter des choses. Mais parfois, on ne veut rien ajouter. On veut juste une ambiance. Bon, moi, je me suis toujours demandé comment c'était possible de jouer comme un dingue, de taper comme un dingue sur la batterie, et puis de chanter sans être essoufflé. C'est vrai, les batteurs sont très physiques, ils n'ont pas le choix, ils sont très forts. Ils sont sexy. C'est vrai.
Vous avez été très prolifique, 13 albums en solo, sans compter les reprises. Les 6 premiers se sont très bien vendus, des records de vente à chaque fois. Quand vous avez vendu un petit peu moins d'albums, vous êtes diversifié. Vous avez tenté de nouvelles aventures et ça vous a très bien réussi. Vous avez fait des bandes originales de films, Frères des ours en 2003, et puis Tarzan. Tarzan, ça vous a valu un Oscar à Hollywood. Pour toutes ces chansons que vous avez écrites et que vous avez interprétées en 5 langues, ça a dû être un travail énorme. Pour moi, c'était déjà un honneur d'être sollicité par Disney pour composer la musique d'un de leurs films. Vous connaissez Eric Serra? Oui. Eh bien, il m'a aidé à chanter certaines de ses chansons en français. On a vécu des sessions, c'était du genre... Tu es dans mon cœur. Non. Tu. Tu es dans mon cœur. Non. Tu. C'était le mot à 2 lettres le plus compliqué à chanter du monde. Tu. Je ne sais toujours pas le prononcer d'ailleurs. Vous voulez pas me vexer. Oui, tu vis dans mon cœur. Dès maintenant jusqu'à la nuit des temps. Votre dernier album de composition, il remonte à 2002, c'est Testify. Depuis, il y a eu un album de reprise. Et puis surtout, cette grande tournée avec Genesis en 2007. Je crois que c'est une tournée qui a été très éprouvante pour vous, notamment pour votre dos. J'ai eu des problèmes d'ordre physique pendant cette tournée. Je les ai toujours d'ailleurs dans mon bras gauche. Ça m'empêche de jouer de la batterie comme avant. C'est d'ailleurs à ce moment-là que j'ai décidé de prendre ma retraite et de passer plus de temps à la maison. Oui, ces dernières années, c'est vrai qu'on vous a moins vu. Vous êtes resté un petit peu en retrait. Qu'est-ce qu'elles vous ont appris ces années-là? J'ai appris à ne pas trop boire. Ok. Mon mariage s'est effondré et j'étais à la retraite. Il y a donc eu un grand vide dans ma vie. Je n'avais plus de famille, plus de travail. Alors je ne savais plus quoi faire. Mais j'aimais ça en quelque sorte. J'ai aimé ne rien faire, car ça ne m'était jamais arrivé auparavant. Mais j'ai besoin de travailler. J'ai réalisé que c'était une erreur d'arrêter de faire ce que je faisais depuis toujours. Donc, je crois bien que je suis de retour. C'est bien. Donc, la retraite, c'est terminé. Est-ce que vous allez pouvoir rejouer de la batterie? Tous les signaux sont au vert. A priori, si je m'entraîne beaucoup, et si je le veux vraiment, je pourrais peut-être jouer comme avant. De toute façon, vous pouvez toujours chanter. Exactement, je peux toujours chanter. Nous, évidemment, on est absolument ravis de savoir que vous allez replonger dans le grand bain. Mais vous avez déjà à peu près tout gagné, 7 Grammy Awards, 2 Golden Globes, un Oscar. Ça place la barre quand même très haut. Est-ce que vous n'avez pas peur? Non. J'ai passé la moitié de ma vie sur scène. Je ne vais pas commencer à avoir peur. C'est ma maison, vous savez. Vraiment. C'est le seul endroit où je suis sûr de ce que je fais. On va parler à présent d'un projet qui vous tient très à cœur. C'est la fondation que vous avez créée en 1980, qui s'appelle Little Dreams. Vous l'avez créée avec Oriane Collins. J'aimerais que vous nous la présentiez, parce que je crois qu'on a de la chance, elle parle français. Bon, Oriane, on a la chance de vous avoir, vous parlez français. Oui. Parlez-nous un peu de Little Dreams. Comment est né ce projet et à qui il s'adresse? En fait, le projet est né en février 2000 en Suisse et on a décidé, Phil et moi, de créer la fondation Little Dream suite à de nombreuses demandes qu'on recevait de jeunes talents qui n'avaient pas les moyens financiers de se réaliser, qui nous demandaient de l'aide financière. Et on s'est dit, mais pourquoi on ne met pas nos amis dans la fondation et qui vont leur donner au fait le conseil qui est le plus important, de professionnels, plus l'aspect financier. Qui sont ces enfants que vous avez aidés? On a beaucoup d'enfants en fait dans le monde entier. On a une fondation en Suisse, en Belgique, en France, au Maroc, au Zimbabwe et aux États-Unis. Je crois que vous êtes venu avec 2 jeunes talents. Oui, on est venu avec Brian et Angelina, qui sont notre cuvée en fait 2015. Mais c'est 2 des 10 qu'on a sélectionnés et ils ont un talent absolument fabuleux. Un talent exceptionnel. On va peut-être les écouter alors. Oui.
But this feeling's overwhelming. It's much too strong. Can I lay by your side? So hello from the other side. I must have called 1,000 times to tell you I'm sorry for breaking your heart, but it don't matter. It clearly doesn't tear you apart anymore. Tapement 5. Et on va prendre la route direction le sud. On rejoint Key Biscayne. Les insulaires la nomment fièrement KB. L'île offre les plus belles vues sur les gratte-ciels de Miami et des plages sauvages qui font oublier en quelques instants l'excitation de la ville. C'est dans ce havre de paix que Bénédicte Blanc-Fontenille, une artiste française, a choisi de poser ses pinceaux. Bénédicte, vous peignez, vous sculptez et vous immergez vos toiles dans l'eau. Moi, je ne savais pas du tout que ça existait. Ça s'appelle l'art flottant. Dites-nous comment vous est venue cette idée de faire nager vos toiles dans des bassins. C'est parce que j'adore l'eau, que je suis née pas très loin de l'eau, de la mer. C'est un élément essentiel pour moi. Et en même temps, la mer, c'est une horizontalité. Et cette horizontalité, c'est un petit peu dans l'esprit des vanités du XVIIe siècle, où sur une table posée, les différents éléments étaient en équilibre avec le risque de chute. Qu'est-ce qui se passe quand ça tombe? On ne sait pas. Là, dans une piscine ou dans la mer, quand elles chutent, donc quand elles vont sous l'eau, il y a une nouvelle vie qui commence. Elles se mettent à danser, à nager. C'est un spectacle, c'est extraordinaire. Donc quand elles sont à la surface de l'eau, c'est un petit peu comme des nénuphars. Et dès qu'elles sont sous l'eau, c'est autre chose. C'est un ballet. Alors où est-ce que vous les immergez, vos toiles? Exclusivement dans les piscines ou est-ce que de temps en temps vous vous jetez à la mer? Oui, non, je me jette à la mer. Quand je ne suis pas dans mon atelier, je suis dans l'eau, soit sur la planche, soit carrément dans l'eau. Et mon grand plaisir, c'est le matin, quand il y a une belle lumière, pas trop forte, c'est de prendre quelques peintures et d'aller nager et d'aller faire des photos. Puisqu'en fait, la seconde partie de mon travail avec cet art flottant, c'est de faire des photos en piscine ou ailleurs et de faire des tirages sur aluminium par un système de fusion qui donne une qualité d'image extraordinaire. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de vivre à Key Biscayne? Parce que Miami, c'est tellement vaste, c'est tellement énorme. Le pays en soi est tellement énorme que se retrouver sur une petite île, c'est quand même divin. Et puis il y a la mer. Il y a la mer, je suis entourée d'eau. Que demander de plus? Est-ce que vous pouvez nous conduire au Setaï? Au Setaï, pas de problème. Allez. Voir et être vu à Miami, c'est rouler au pas sur Ocean Drive à South Beach, longer ses restaurants, ses boîtes de nuit, ses hôtels. Dans un de ces joyaux agrandis et rénovés de fond en comble, c'est encore un Français qui a imposé sa signature culinaire, Mathias Gervais. Vous en avez de la chance de travailler dans ce cadre incroyable? Ah, une chance fantastique. C'est un très très bel endroit. C'est un endroit qui a une histoire. C'est un endroit qui a une très belle histoire avec ce bâtiment qui a 10 ans maintenant. Ici, on est dans le courtyard, un petit coin de paradis du Setaï. La spécialité de Mathias, c'est la fusion, le mélange des saveurs de sa Côte d'Azur natale avec les grands classiques asiatiques. Depuis 5 ans, il veille sur les cuisines et les 3 restaurants du Setaï. Allez, on va cuisiner un peu? Oh bah, vous n'avez pas peur? Oh bah non, hein. Je suis totalement nulle en cuisine. Oh bah... Hein? Faut bien commencer par quelque chose. Voilà, hein. bon, on va apprendre. Allez. Alors, la signature Mathias Gervais à la carte, ça donne quoi? Faites-nous saliver un peu. On fait entre autres notre pad thai, qui est un pad thai sauté au wok avec du tofu à l'intérieur, des oignons verts, avec des épices, des petites noisettes. On le fait avec le homard aussi. Et toujours en restant sur des goûts asiatiques et des vraies valeurs de la cuisine asiatique. T'es sûr que c'est cuit là? Ah voilà, je suis sûr que c'est cuit. En 3 minutes seulement, c'est cuit. Ah voilà, c'est cuit. D'accord. Hop, tu vois. Allez. Voilà. Magnifique. Super, au top. J'ai 42 cuisiniers qui travaillent ici au Setaï avec moi, de différentes nationalités. Trié sur le volet, j'imagine? Triés sur le volet, exactement. Vous allez apprendre à faire du pain indien. Allez, on y va? Allez, on y va. Un tout petit peu de farine, un peu comme une pizza. Hein.
Je t'avais dit que j'étais très mauvaise en cuisine. Voilà, et après on met dans nos mains et on clappe. Ça. Tu peux dire tu vas trop vite. Donc là, après, on le colle dans le four. Et là, on va le coller dans le four, exactement. On fait aussi des dim sum à la truffe que vous allez goûter. Ça, c'est vraiment l'exemple de la fusion. C'est-à-dire un truc typiquement asiatique, revisité à la mode française avec de la truffe. Exactement. Non, absolument pas allergique. Oui, merci beaucoup. Je ne suis pas allergique. Ça aurait été moche d'être allergique. Voilà. Oh là 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 là. Oh, on va plus partir, hein, c'est ça qui est... Tu sais que là, on va plus partir. Ça, c'est bon. Voilà. Voilà, c'est la fin de ce Miami des Arts. Si vous avez aimé l'émission, vous pouvez bien sûr la revisionner sur notre site internet france24.com. Et puis vous le savez maintenant, le Paris des Arts se poursuit sur les réseaux sociaux. On va se quitter, nous on va profiter encore un petit peu de la mer et du soleil. À très vite.